Bonjour à tous. Là, je me permets de vous faire cette petite vidéo pour vous montrer une émission qui était passée sur la chaîne Nurea et qui nous présentait Elisabeth de Caligny. Elle y parlait de la fameuse expérience de Philadelphie. Mais comme je me doute que vous l'ignorez, Madame de Caligny avait puisé une partie de sa documentation dans un petit livre que j'avais moi-même écrit et fait éditer à compte d'auteur en 2007. Le titre du livre, c'était Philadelphie expérimente, un voyage dans le temps inexplicable. C'est un peu ce que vous voyez dans la vidéo. Moi-même, j'avais puisé mes sources dans des traductions d'ouvrages américains. Certes, je n'ai pas la plume d'un grand écrivain, mais je me contente seulement de vous transmettre des informations sur les black programmes dont vous n'aviez pas connaissance. Donc là, je vais vous faire montrer un petit extrait de cette émission et vous verrez que les principaux thèmes qu'elle va aborder ont été puisés sur mon livre. Oui, on parle de l'expérience de Philadelphie, on parle du triangle des Bermudes, on parle des expériences de Montauk. Elle explique aussi que cette expérience aurait été réalisée à bord d'un avion. Tout est dans mon livre. Euh, Certains vont me dire, est-ce qu'il est toujours en vente? Non, il a été mis en vente en 2007. Et depuis, je pense que la vente du livre a dû s'arrêter. Il faut peut-être le commander, je ne sais pas. Parce que même la société d'édition avait changé de nom. Elle a été rachetée par une autre maison d'édition, donc je ne peux pas vous en dire plus. Pour ceux qui veulent acquérir les livres, vous n'avez qu'à taper sur Internet, je ne sais pas si vous pouvez le trouver. Là, je vais vous faire montrer un petit extrait de l'émission de Caligny, et en dessous, je vous mettrai le lien pour que vous puissiez voir la vidéo dans son intégralité. À la fin des années 70, il va paraître un autre livre qui a été écrit par quelqu'un de bien connu qui passionne les Américains et bien d'autres dans le monde, qui s'appelle Charles Berlitz. Alors Berlitz, on sait qui c'est le descendant du fondateur d'une méthode linguistique, et ce Charles Berlitz est absolument passionné de paranormal. Et il va écrire un best-seller qui s'appelle Le Triangle des Bermudes, qui va paraître en 1974. Et ce triangle des Bermudes, eh bien, on parle d'un certain nombre de phénomènes qui ont lieu dans un triangle qui se trouve pas d'ailleurs très loin de tout l'endroit, la Virginie occidentale, là où ça se passe, vous voyez. Et donc, il va consacrer un petit chapitre dans son bouquin du triangle des Bermudes à l'expérience de Philadelphie. Parce que c'est quelque chose qui le travaille depuis un moment. Depuis le début des années 70, il s'est intéressé au sujet. Et pourquoi il s'est intéressé au sujet? Je vous le donne en mille. Parce que le fameux Karl Allen, n'a pas manqué de venir vers lui pour lui raconter un certain nombre de choses. Donc lui aussi a eu droit à cet individu, qui est quand même assez troublant d'ailleurs. Et vous verrez pourquoi, parce qu'il y a quand même des choses qu'il raconte qui sont... Il est bien documenté. C'est quand même très très curieux parce qu'il est bien documenté, ça se recoupe avec un certain nombre d'autres choses, enfin bon, même s'il a l'air un peu agité, c'est quand même assez curieux. Donc au fil de ses enquêtes, parce que Berlitz c'est un homme de terrain, il enquête beaucoup pour essayer de trouver des explications à des sujets paranormaux et à des mystères, et il va découvrir quelques vérités, mais pas mal de déclarations des uns et des autres plutôt contradictoires ou totalement erronées. Il le dit d'ailleurs. Mais dans ce sujet-là, de toute façon, il n'y a que des contradictions et des choses qui sont un peu bizarres. Et à l'occasion de ces enquêtes, il va être amené à rencontrer un homme qui s'appelle Tony Wells et qui va lui raconter une chose tout à fait étrange et que je prends, moi personnellement, par rapport à certaines autres choses, pour un témoignage crédible. Il va expliquer qu'il était dans le port de Norfolk en 1943. C'est quelqu'un qui est marin, il était avec d'autres marins, mais il ne travaillait pas pour les militaires, il travaillait pour la marine marchande, et je crois que c'était un Britannique. Donc il attendait sur un Liberty Ship, vous savez ce que c'est, ces gros cargos qui partaient en convoi sur l'Atlantique durant la Deuxième Guerre mondiale, escortés de navires militaires. Et alors qu'ils étaient dans le port de Norfolk avec ses compagnons et d'autres personnes qui étaient sur le quai, dont des militaires, eh bien tout le monde a eu une grande surprise, c'est qu'on a vu Claude Duport qui commençait à se troubler à la surface. Il y aurait eu comme une espèce de nuage qui serait sorti de l'eau, qui serait mis en masse, et au milieu de la masse serait apparu un escorteur de la Navy.
Grande surprise, évidemment, de tous les témoins, qui ont eu un petit peu de crainte. Donc, ils ont vu ces escorteurs venus de nulle part sortir d'un nuage. Le nuage disparaît. Ça dure quelques minutes. L'escorteur est là, sous leur nez. Et d'un seul coup, ils voient une sorte de nuage, de nuée se reformer. Et cloc, plus de navire. Alors, évidemment, tout ça, ça l'a marqué. Donc, Tony Wells, il s'est dit, bah, quand même, cette histoire, il faut que je la raconte. Monsieur Berlitz nous a sorti le triangle des Bermudes et un petit chapitre là-dessus. Il faut que je raconte mon témoignage. Et ça fait partie, à mon avis, des témoignages qui sont tout à fait convaincants et c'est un témoin direct. Hein. En 1978, il va y avoir un autre lecteur qui, après avoir lu le premier bouquin, donc le triangle des Bermudes de Berlitz, qui va rentrer en contact avec celui-là. Il s'appelle James Davis et il va raconter une histoire qui va troubler Berlitz. Il va lui expliquer en effet qu'en 1970, il était alors aviateur sur la base de Colorado Springs et il se baladait un jour avec un copain qui s'appelait Alan Hughes, qui était aviateur, lui aussi avec lui sur la même base. Et en se promenant à proximité du War Memorial Park, ils vont tomber sur un petit bonhomme attifé, qui n'est pas très jeune, qui se jette sur eux pour leur raconter une histoire qu'ils estiment farfelue sur le moment. Et cette histoire est la suivante. Bon, c'est une histoire qui a été donc contée en 1970, avant l'apparition du Triangle des Bermudes. Hein. Donc personne n'est au courant de ce genre d'histoire. Donc les aviateurs tombent sur ce petit bonhomme qui leur explique qu'il a été autrefois officier lui-même dans la Navy et que durant la Seconde Guerre mondiale, il avait assisté à des trucs de dingue. Et qu'il commence à raconter une histoire absolument pas possible, avec un navire qui disparaît. Il montre une vieille carte toute froissée de la Navy, avec ses papiers d'identité pour bien prouver que c'est lui et qu'il a bien vécu ça. Bon, Davis et Hughes le regardent, l'écoutent gentiment, parce qu'ils se disent, bon, il est peut-être un peu agité, et enfin bon, il n'a pas l'air très bien. Mais l'homme continue. Et il explique qu'il faut le croire, parce qu'à l'époque, il a assisté à des expériences incroyables menées par l'armée, et la Navy en particulier, où on rendait les bateaux invisibles. Et que l'invisibilité pouvait être obtenue au moyen d'énergie qui était pulsée, et que l'équipage du navire sur lequel on avait fait cette expérience, eh bien, avait subi des dommages corporels et autres, et psychiques, absolument épouvantables, qu'il y avait des gens qui étaient morts, et que entre marins, ils se racontaient des choses. C'est-à-dire que les survivants avaient raconté aux autres qu'ils avaient été dans des mondes autres, où vivaient des créatures très bizarres, qui les avaient complètement terrifiés. Alors, bon, ils sont peut-être passés, c'est peut-être pas des dinosaures hein, qu'ils ont vus, on n'en saura pas plus d'ailleurs, mais ils ont peut-être vu simplement des grilles ou autre chose, qui peut surprendre, parce qu'on sait la plupart des êtres qui nous visitent sont quand même des interdimensionnels. Enfin bon, bref, il finit son histoire en disant qu'il y a eu énormément de gens qui sont décédés, et qu'il y avait des gens qui auraient disparu et qui ne seraient jamais réapparus. C'est-à-dire devant son nez, il aurait vu des gens disparaître. Et puis bon, ceux qui avaient survécu, ils n'étaient pas bien, ils ont fini à moitié fous, et on les a limogés en leur demandant d'avoir le secret. Et ça, c'est... Bon, les aviateurs se mettent ça dans un coin de la tête, surtout Davis, et à la première occasion, quand il entend parler de cette histoire, il fait le recoupement. Et il va aller en parler à Berlitz. Et Berlitz se dit, bon, j'enquête. Il me dit, est-ce que ce gars, là, Davis, il ne me raconte pas d'histoire? Donc il va lui dire, vous avez un copain qui s'appelle Alan Hughes. Vous avez ses coordonnées, enfin bref, il va aller interroger Hughes, qu'il a retrouvé, qui va lui raconter exactement que Davis. Et donc, Berlitz va être vraiment convaincu qu'il s'est passé quelque chose. Comme je vous l'ai dit, depuis le début des années 70, il enquête. Donc, il va pondre un bouquin avec un type qui s'appelle William Moore, dont je vais vous parler dans 2 minutes. Et ce bouquin va paraître en 1979 sous le titre The Philadelphia Experiment Project Invisibility. Donc, ça raconte tout. Et William Moore, pourquoi William Moore? Alors, Moore, c'est quelqu'un qui s'est intéressé pour des raisons personnelles à cette expérience de Philadelphie. D'abord, il lui est arrivé un truc assez bizarre. Il a fait une rencontre rapprochée dans l'Ontario dans les années 70. Et il était fermier à l'époque, il était sur son tracteur, et d'un seul coup, il se retrouve face à un petit bonhomme
qui doit faire 1 mètre de haut à tout casser, qui a une combinaison argentée et qui, dès qu'il le voit, saute une barrière et disparaît. Mais il n'a pas fini dans ses émotions, puisqu'il voit arriver un petit peu plus tard 3 officiers, dont il déclara qu'il y avait 2 Américains de haut grade, dont un appartenant à la Navy américaine, et un qui appartenait en tant que très haut gradé à un service canadien, je ne sais plus exactement lequel. Et donc, il explique son histoire et on lui dit, oh, bah, écoutez, vous savez, on a bien des soucis, on a de plus en plus de visiteurs, parce que depuis 1943, il y a eu une expérience à Philadelphie, et ben, il y a eu un accident. Et donc, effectivement, ils vont sortir fin juin 1943 le bestiau du port, c'est-à-dire le USS Eldridge, qui va aller faire son petit tour de 3 jours en mer. Mais là, on va prendre une précaution. On va certainement pas, vu les installations qui sont déjà dessus, comment dirais-je, faire de tests, hein, et on va planquer tout ça. On va pas faire de test officiel, il faut simplement un essai de navigabilité, si je puis dire. On va mettre un équipage normal qui va pas trop voir ce qui se passe et va pas trop poser de questions, et tout va très bien se passer. Et on estime le 20 juillet 1943, après les dernières petites finitions, que le USS est prêt pour le grand test qui doit se passer le 22 juillet. Et le 22 juillet, effectivement, tout le monde embarque à l'aube, y compris les frères Cameron, qui sont désignés pour faire fonctionner l'installation. À 9 h, on leur demande d'actionner les boutons, les petits commutateurs de mise en route. Il est prévu que le test dure entre 15 et 20 minutes. Et là, c'est génial, parce que le bateau est devenu invisible. Alors là, ça a marché du feu de Dieu, effectivement. Le bateau est parti comme convenu, pendant le temps convenu, et tout le monde est content. Sauf que le bateau revient au port, et sur le voyage de retour, là, c'est l'enfer, parce que les hommes commencent à être malades, comme des chiens. Il y en a qui ont perdu la boule et qui délirent complètement sur le pont. Ça va pas du tout. Donc, tous ceux-là qui ont été atteints et qui sont pas bien, ils sont écartés, on les fait remplacer par d'autres, et on continue. Von Neumann se dit, mince, on n'a pas mis le paquet, là, on a un autre truc à faire, un autre test qui doit se passer bientôt. Si ça commence comme ça, il va y avoir des problèmes. Ça ne marche pas, j'ai le regret de penser que Tesla avait raison. Donc il va voir les gradés de la Navy, il leur explique qu'il faut tout changer, il y a encore des choses à faire, que c'est pas possible, et qu'il faut reporter l'opération qui est prévue au mois d'août. La Navy leur dit, écoutez, ça va, on vous donne une dernière date, ça sera le 12 août 1943, quoi qu'il arrive. Vous n'avez maintenant qu'une seule chose à faire, c'est de réussir. Pour le reste, si vous n'êtes pas prêt le 12 août 1943, on s'en fiche, mais ça aura lieu quand même. Donc Von Neumann met les bouchées doubles, il travaille de jour comme de nuit avec ses petites équipes. Entre-temps, les pontes de la Navy ont un petit peu réfléchi. Ils se sont dit, bon, on va peut-être se limiter à l'invisibilité, comment dirais-je, l'invisibilité radar. Hein, l'invisibilité optique, après tout, on s'en fout. Nous, ce qu'on veut, c'est que ça soit invisible au radar et qu'on n'ait pas de problème avec les bombes et les torpilles. Donc, allons-y. 12 août 1943 arrive. Faites au mieux, monsieur Neumann. Mettez pas trop le paquet parce qu'on vous en demande pas tant. Et c'est parti. Alors fixé, le 12 août, on actionne le petit commutateur. C'est les frères Cameron qui sont aux manettes. Durant les 70 premières secondes, tout se passe fort bien. Donc tout le monde se dit youpi, ça marche bien. Le bateau est visible optiquement, on le voit à l'œil nu, mais il n'est pas visible au radar. Donc tout le monde est content. Sauf que ça va se gâter, mais dans la seconde qui suit, après ça, il va y avoir un immense flash bleu, alors un éclair géant, que les observateurs constatent depuis les autres navires d'escorte, et surtout ils constatent que le navire a disparu brutalement. Ça, c'était pas prévu, parce qu'on n'avait pas prévu que ça partirait comme ça. Les minutes s'écoulent, 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure, 1 heure, et toujours pas de navire. Disparu corps et bien. On continue à multiplier les appels radio, et il ne se passe rien, il n'y a aucune communication, c'est le silence complet. Où a bien pu passer ce fichu destroyer, où est passé le Eldridge? Il va revenir, l'USS. Il va revenir 4 heures plus tard. Pas au même endroit. On va le retrouver à son amarre dans le port.
je ne sais pas comment. Il y a une vedette qui approche, une vedette de sauveteur. Ça fume un peu, il y a des petits incendies. C'est pas la première fois d'ailleurs, sur d'autres expériences, on l'a déjà remarqué avec quelques petits feux follets qui se baladaient sur la coque, mais enfin bon, là c'est plus grave, mais surtout ce qu'ils vont découvrir quand ils vont monter à bord, c'est carrément l'horreur. L'enfer sur Terre. D'abord, le bateau est détruit, la grande antenne qui portait tous les émetteurs, elle est fracassée, les installations sont détruites, les générateurs, enfin bon, bref. Mais surtout, c'est l'équipage. Alors, l'équipage, c'était un vrai cauchemar. Ils vont croiser des hommes qui ont complètement perdu la raison, qui poussent des hurlements, qui ont l'air terrorisés parce qu'ils ont l'air de voir des choses qu'eux ne voient pas. Mais surtout, ils vont découvrir que dans l'acier de la structure du pont, il y a 5 marins dont les corps sont englobés dans la structure de l'acier. Comme si c'était fondu avec l'acier. Bon, il y en a qui a de la chance parce qu'il n'a qu'une main qui a été prise dans l'acier du bateau, mais les 4 autres, ils sont morts et dans des conditions qui doivent être absolument épouvantables. Mais c'est pas fini. Ils voient devant eux des hommes qui se matérialisent et qui se dématérialisent. C'est-à-dire qu'ils ils les voient plus. Il y a un bout qui se dématérialise, l'autre qui se rematérialise. Enfin, ils ne comprennent pas ce qu'ils voient. Il y a des gens qui se consument sans flamme. C'est-à-dire, c'est comme le buisson ardent de la Bible, vous voyez, c'est des combustions spontanées finalement. C'est plus des hurlements, mais il n'y a pas de flamme. Ils continuent, on a beau leur mettre de l'eau et tout, ils ne s'éteignent pas, ils continuent à cramer. C'est absolument une horreur. Et alors ces gens-là, ils vont rester malheureusement dans cet état-là, tous ceux qui ont été atteints. Il y en a 2 qui auront quand même, qui seront complètement rescapés de cette aventure. Ça sera les frères Cameron, parce que eux, et ça je vais en parler après, eh bien, ils ont sauté à la mer. Quand ils ont vu qu'il y avait un flash, ils n'ont pas demandé leur reste. Eux, ils connaissaient bien le sujet, direct à la mer. Sauf que c'est pas dans la mer qu'ils sont tombés, mais ça, on va y revenir après. On va continuer à parler de ces survivants qui sont revenus dans un sale état, parce que là, je reviens sur Karl Allende. Pour l'instant, on était sur le récit de Bielek. Karl Allende va dire que ces gens-là, même s'ils ont été soignés, pour ceux qui ne sont pas morts, parce qu'il y a eu pas mal de défunts, et surtout, il y a des gens qui ne sont jamais revenus. Hein. C'est-à-dire qu'ils ont disparu corps et bien, on ne sait pas ce qu'ils sont revenus. Hein. Donc les survivants continuent par la suite à subir quelques désagréments, du genre ils se paralysent tout d'un coup. Et ça, c'était les prémices de leur invisibilité. C'est-à-dire que ces gens n'étaient pas stables. Ils ne pouvaient pas rester stablement visibles. De temps en temps, ils disparaissaient. Et ça commençait toujours par un grand froid et une paralysie qui les figeait. Et certains mettaient 6 mois à se défiger, ce qui était quand même beaucoup. Donc on leur a mis un appareil spécial, c'est Von Neumann qui a travaillé là-dessus, pour que les défiger petit à petit. Sauf que ceux qu'on arrivait à déparalyser, à défiger, eh bien au bout d'un jour, quand ils ressortaient de là, ils étaient complètement cinglés. Il y en a quelques-uns qui auraient été défigés, mais ils se seraient enflammés. Donc, combustion spontanée, qui aurait parfois pour l'un d'eux, et ça a été le pire, ça a duré 18 jours. Le mec, il a cramé 18 jours, je ne sais pas si vous voyez. Enfin, c'est des trucs de fou que rapporte Allende. Et c'est quand même très étrange parce qu'il n'y a pas que lui qu'on a parlé.